Autour de la grande table critique ont pris place Corinne Rondeau et Sally Bonne, toutes deux critiques et maîtres de conférences en esthétique, pour une deuxième partie consacrée à l'actualité des expositions. Dans quelques instants, on se rendra à Metz pour l'exposition inspirée par l'artiste récemment disparu Etel Adnan, Écrire, c'est dessiner. Mais pour l'heure, on se rend au musée d'Orsay à Paris qui montre en ce moment enfin le cinéma, point d'exclamation. Dans l'espace dédié aux expositions du musée d'Orsay, une dizaine de salles explorent sous tout rapport l'actualité des arts et des techniques au moment où le cinéma pointe son nez en 1895. On y croise des toiles, des photographies, du matériel, des archives, des affiches et aussi bien sûr des films, illustrant tous une espèce d'aspiration au mouvement et à la modernité, le tout sous le commissariat de Dominique Paigny. Je cite quelques-unes des œuvres qu'on peut y voir: la photographie prise en 1895 d'un spectaculaire accident de train dans une gare parisienne, la fameuse arrivée d'un autre train à La Ciotat, le film des Frères Lumière, un daguerréotype de 1844 montrant l'éclosion d'un pouls au microscope, ou encore la série des cathédrales de Monet. Corinne Rondeau, vous l'aimez bien mon inventaire ? Ah, j'adore il est bien, votre hein. inventaire. Ouais. J'adore votre inventaire parce que cette exposition a une particularité, c'est qu'elle est un petit peu surprenante au départ parce qu'on trouve de la sculpture avec le mythe de Pygmalion et Galatée. Une manière de faire un prologue qui relève de comment le 19e siècle est aussi le siècle de l'animation, puisque c'est un artiste qui va tomber amoureux de sa sculpture et qui fait le vœu à une déesse, et donc cette sculpture va s'animer. Donc c'est vraiment le mythe de l'animation le 19e siècle. Alors j'étais un petit peu froissée à l'entrée en me disant c'est un peu creux, c'est un peu... Puis vous avez tout de suite les yeux, alors quelque chose qui peut être manipulé, qui déplace en fait un regard. On se dit bon là il y a quelque chose d'un jeu qui se produit, et c'est vrai que l'exposition a quelque chose d'une fête foraine. Et quand on le prend dans cette balade d'une fête foraine, c'est plutôt intéressant. Parce que si on le lit de manière didactique, on s'ennuie fortement. Et effectivement, cette explosion de dispositifs optiques, cette explosion de technologie, mais aussi tout ce qui est mis en perspective, c'est-à-dire l'explosion de la grande ville, les vitrines des grands magasins, c'est-à-dire tout ce qui se montre finalement et qui était caché, cette transparence qui apparaît, ces grands tableaux il y a une grande photographie où on voit un peintre qui est sur un escalier sur derrière une grande toile blanche qui préfigure en 1800, je crois 90, le cinéma. Donc tous ces éléments-là se mettent en œuvre à l'intérieur d'une époque. Il y a quelque chose d'une forme d'anthropologie, une histoire. Le cinéma n'est pas qu'un aboutissement de techniques qui se succèdent, mais au contraire, il est un point d'orgue du mouvement, de l'animation qui est passé déjà dans des mécaniques, des dispositifs. Et on y prend beaucoup de plaisir parce qu'il y a des jeux de lumière, il y a un cinéma coloré, il y a des fragments de diorama. Alors moi, je regrette qu'évidemment, on ne puisse pas tourner ces appareils qu'on pouvait tourner à l'époque avec un miroir qui était le phanakistiscope, que j'arrive jamais à prononcer. Mais aussi, il y a un fragment de la guerre de 14-18 qui était de 1870 avec un diorama. Et on se dit, pourquoi on n'a pas un diorama, quoi. Donc, je trouve que le début et la fin sont un peu sèches, parce que l'exposition finit sur l'invention de la salle de cinéma, 1906-1908, c'est-à-dire le moment où les avant-gardes vont se mettre en œuvre. Donc il y a vraiment un balayage, je dirais, du cinéma comme un aboutissement d'un fait social et culturel, et on peut commencer à se dire que c'est la culture visuelle qui se met en œuvre. Donc je trouve que c'est très stimulant.
mais il faut le prendre comme un badaud, comme l'étaient les gens au 19e siècle, puisque c'est quand même le siècle des inventions. Le 19e siècle a inventé plus de techniques que nous n'en avons inventées au 20e, et on est au début du 20e siècle, on verra. Mais je trouve que cette foison relève vraiment de la dimension du mouvement, mais aussi d'un changement de la perception qui est vraiment... Cette exposition, je dirais que soit je veux savoir et je me retrouve un petit peu peinée, soit je veux jouer avec elle, et pour le coup, c'est à l'image d'un kaléidoscope. Et là, d'un coup, on se dit, il y a des objets qui sont tout à fait séduisants, et des photographies, de la peinture, que ça passe d'un coup de vent, puisque c'est aussi représenté du mouvement dans une image arrêtée, comme le caillebotte avec son linge pris dans un coup de vent, mais aussi une photographie du sang de grenouille. Donc je trouve que ces espèces d'écarts qui se produisent sont effectivement une sorte d'horizon incroyable qui s'ouvre. Et c'est assez merveilleux de se dire que le spectacle était là, voilà, et que nous sommes les héritiers quand même de ce spectacle qui, à mon avis, était plus grandiose qu'on ne l'imagine. Sally. Oui, alors c'est effectivement une exposition qui montre la construction d'un regard et qui fait d'un regard qui fait de la réalité en fait un spectacle. Et c'est la grande fantasmagorie en fait qu'est le tournant du 19e au 20e siècle. On rentre dans l'exposition, alors je la trouve pas tellement didactique, quoiqu'elle pourrait en fait apparaître comme telle, et au contraire j'ai trouvé effectivement comme vous Corinne qu'il y avait que si on s'y promène comme le flâneur ou le badaud du 19e siècle, hein, de Baudelaire ou de Benjamin, eh bien on traverse ces frémissements en fait, tout ce qui grouille pour que cela advienne, c'est-à-dire cette construction particulière d'un regard. Alors l'exposition, elle a un titre qui est un peu étonnant parce qu'elle ferme quelque chose, alors qu'au contraire, c'est vraiment l'ouverture absolue, parce que c'est une exposition qui est construite sur le modèle du montage, et sur le modèle du montage, elle fabrique des rapprochements entre des tableaux, effectivement, vous l'avez signalé. Il ne faut pas imaginer quelque chose de chronologique, voilà, avec des inventions techniques successives, comme on a pu en voir dans d'autres musées. Elle s'ouvre effectivement sur la sculpture de Rodin, le mythe de Pygmalion et Galatée, sur un noir et blanc d'ailleurs très frappant, hein, puisque le marbre blanc explose littéralement sur le fond noir de l'entrée, mais après c'est une explosion de couleurs. Et c'est vrai qu'on est là dans tout ce qui fait l'acmé du 19e siècle, la vitesse, la foule, l'urbanité, la danse, le mouvement, le spectacle, la magie, la lumière des villes, le décor. La psy, l'érotisme. Voilà, enfin, tout y est. Et on retrouve là Baudelaire, on retrouve Benjamin, on retrouve ce qu'est la modernité, c'est-à-dire, comme le dit Benjamin, quelque chose d'héroïque aussi. Et on pourrait la sous-titrer d'ailleurs Paris, capitale du 19e siècle aussi, parce que la ville est très présente dans ses représentations, aussi bien dans ses représentations picturales. Un très beau tableau d'ailleurs de Berthe Morisot qui montre une scène urbaine un peu d'en haut, mais il y en a plein d'autres. Notamment un caillebotte qui est en très gros plan sur un pont métallique avec deux personnages en redingote et haute forme, dont un qui s'en va. Et c'est aussi la grande particularité de cette exposition et des choix qui ont été faits des œuvres, c'est de montrer que ce qui se passe aussi bien dans la peinture, la gravure, le dessin, la photographie et les premiers, toutes les machineries qui travaillent sur la mise en mouvement, c'est de prendre en fait c'est des points de vue où les personnages sont en action, en fait, sont en train de sortir du plan ou d'y entrer. Et c'est assez fascinant, en fait, de voir comment, justement, on sort d'une fixité c'était ce philosophe et sociologue Hartmut Rosa qui pensait la question de la logique de l'accélération. Et on est vraiment là dans cette logique de l'accélération et dans ses représentations. Mais est-ce qu'au-delà de la question anthropologique dont vous souleviez la pertinence, vraiment d'un point de vue esthétique, c'est si pertinent que ça? Parce que moi, je me suis posé beaucoup de questions sur la potentielle artificialité de quelque chose de très plaqué, c'est-à-dire par exemple ce caillebotte avec le personnage qui sort du champ. Alors oui, on utilise l'expression sortir du champ, c'est cinématographique. Est-ce que c'est pas plaqué sur la peinture une espèce d'aspiration au mouvement qui, en fait, esthétiquement, a toujours existé? On a toujours peint le mouvement, j'imagine, en peinture. On a toujours sculpté le mouvement en sculpture.
Je me suis vraiment posé cette question, mais c'est une question tout à fait innocente, hein, Corinne Rondeau. Je pense que... Alors, il n'y a pas toujours du mouvement dans la peinture, mais ce qui est sûr, c'est la vitesse. C'est tout à fait différent. Et c'est ça qu'on voit quand vous avez les cathédrales de Monet. Vous voyez bien que c'est l'idée du train qui file. Et donc, c'est des fenêtres qui ne sont pas ouvertes. Ce sont des paysages qui s'ouvrent et qui déroulent une temporalité. Donc, vraiment, ce qui se passe dans l'exposition. Et je pense que moi, ça m'intéresse effectivement que cette peinture... Par exemple, vous avez 2 peintures absolument exceptionnelles qui sont celle de Pissarro, qui est la place du Théâtre Français, et celle de Vallotton, qui est, je crois, c'est une rue aussi, avec une sorte de point de vue assez particulier. Notamment le Pissarro, il est d'un balcon, puisqu'il y a des photographies de balcon qui sont une manière de dire... On voit d'ailleurs, quand on nous parle de la photographie au XXe siècle, avec les constructivistes d'en haut, on change les repères spatiaux, c'est déjà là. Et c'est une manière aussi de dire, on change le point de vue, parce que quelque chose met le corps lui-même en circulation et dans des vitesses qui sont le train, la locomotive. Enfin, vous parliez tout à l'heure de ce train qui a un accident de locomotive. C'est parce que de la vitesse arrive, d'autres événements arrivent. Et effectivement, quand il y a une photographie d'Henri Rivière que j'adore, avec cette femme qui marche dans la rue et qui sort, elle est au bord du cadre, c'est vraiment, on voit pas le mouvement, on voit la vitesse. Et ça, je crois qu'il y a une différence. Et pour revenir sur Edmond Rosa que vous citiez tout à l'heure, c'est effectivement le point d'orgue de la modernité, c'est la vitesse qu'elle inclut, parce qu'elle modifie littéralement la question du mouvement, d'où aussi la décomposition du mouvement avec le phénakisme de Plateau, qui est vraiment celui qui est le précurseur du principe du cinématographe sans le faire. Donc on voit bien que cette décomposition est aussi une manière d'arrêter un mouvement que l'œil ne voit pas, parce qu'il est trop rapide. Donc c'est la vitesse qui est au cœur, si vous voulez, du déplacement. Et moi je trouve qu'il y a vraiment... Alors je ne prendrai pas tout dans l'exposition, parce qu'il y en a tellement... C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, hein, pareil. Ça, on peut en parler aussi. Parce que cette espèce de tourbillon qui est lié à la vitesse, c'est aussi une accumulation. Moi, j'ai par exemple très peu vu les films. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Ils sont accrochés souvent au centre des pièces, sur des portants, c'est pas bête, sur des espèces de cintres, donc sur des toiles qui bougent vaguement. Et en fait, comme on est très, très attiré, le regard est très attiré par les toiles et par ce qui se passe sur le côté, on voit finalement assez peu de cinéma, Sally Beaune. Mais je pense que c'est une volonté, parce que c'est probablement. Tout ce qui est montré, c'est ce qui se passe avant le cinéma, en fait. Oui, ou juste en même temps. Tout ce qui permet d'advenir. C'est-à-dire, c'est aussi le projet scientifique de l'exposition, que de montrer que le cinéma, ça n'apparaît pas tout d'un coup à la faveur d'une révolution technique, que en fait, c'est une pratique qui se fait aussi à la fois dans les regards, mais aussi dans des pratiques sociales. Il y a toute une série à la fois de publicités, de représentations picturales ou pas, notamment de Vallotton qui montre le fait de flâner dans les grands magasins. Les bons marchés. Le grand magasin, le bon marché, c'est aussi en fait cette mise en œuvre comme ça de ce que c'est que la modernité, en fait. Hein. Donc le cinéma, il est là en train d'advenir, et il advient dans ses différentes formes. Les moi aussi j'ai du mal à le dire, mais qui sont absolument merveilleux. Et là, on retrouve aussi un plaisir très très enfantin et très immédiat de voir ces formes très colorées aussi, qui sont en mouvement, qui bougent. Comme des toupies. Comme des toupies. Il y a plein de petites machines aussi qu'on regrette de ne pas pouvoir manipuler bien sûr. Mais il y a quelque chose de quand même assez joyeux dans l'ensemble de ces œuvres. Dernier mot, Corinne Rondeau. Non, mais sur le cinéma, je suis assez d'accord avec vous. Je suis pas très preneuse de ces écrans suspendus dans l'espace. Moi, ils m'ont gênée même, je dirais. Mais en même temps, si vous les mettez pas, vous faites tomber l'exposition dans du pictural, et d'un coup, vous enlevez la dynamique qui est au cœur, à mon avis. Le sujet de cette exposition de Paini, mais il y a aussi Marie Robert et Paul Perrin, qui sont quand même des conservateurs de cinéma, et photo et peinture du musée, qui sont là aussi pour faire vivre au musée d'Orsay une dimension archéologique de l'image. Et donc, si on enlève ces écrans, d'un coup, la dynamique de la fête foraine, c'est-à-dire que toute cette animation ne fonctionne plus. Oui. Et en fait, c'est comme à la fête foraine, il y a toujours quelqu'un qui vous
vous gêne pour voir l'attraction. Et donc, finalement, ce qui m'a gênée est devenu un élément positif. Enfin, le cinéma, c'est au musée d'Orsay et c'est jusqu'au 16 janvier prochain. France Culture, 12h, 13h30, la grande table critique. Lucille Como. Dans un instant, nous irons au centre Pompidou-Metz, mais tout de suite, c'est l'heure du coup de cœur de Sally Bonne pour Phantographie, images et traces de l'invisible. C'est à la maison Auguste Comte à Paris. Est-ce qu'on y voit Est-ce qu'on y voit quelque chose? Si vous aimez, ou si vous êtes toujours demandé pourquoi les fantômes n'apparaissaient pas nus, ou si vous aimez les phénomènes étranges surnaturels, les esprits, les tables qui tournent, les maisons hantées, le spiritisme, l'occultisme, les fantômes en drap blanc et évidemment la photographie, cette exposition est pour vous. Alors, les deux commissaires Emmanuel Fructus et Philippe Baudouin ont puisé dans un fonds documentaire qui est fait d'emprunts à des collections privées, mais aussi à l'Institut Métaphysique International. Ça existe, absolument. Ça, c'est réjouissant de savoir que ça existe. Absolument. Et à travers des images rares, voire inédites, cette exposition photographique est sous-titrée « Images et traces de l'invisible 1850-1950 » se glisse entre et dans les meubles, mais aussi sur les murs de la maison d'Auguste Comte, qui est, rappelons-le, le père du positivisme. C'est un appartement au parquet grinçant qui est situé rue l'Odéon à Paris et qui accueille parfaitement ces images de fantômes. Donc on y voit des fantômes, des séances spirites, qui est notamment une organisée avec Camille Flammarion, des médiums en pleine transe qui expulsent des ectoplasmes assez étranges, des foules surmontées de nuages d'esprits. Et à travers des images de registres très différents, il y a des photos de famille, des expérimentations photographiques, des épreuves scientifiques, des jeux, des trucages. Il est question au fond de la manière dont se matérialisent les esprits, mais aussi la manière dont la photographie, par exemple, parvient à capter ou à capturer les morts. Une partie de l'exposition s'intéresse aux vêtements, celui du fantôme, du drap qui recouvre l'apparition jusqu'aux vêtements de la fameuse médium Marthe Béraud, dite Eva Carrière. Les vitrines et les rayonnages des bibliothèques sont parsemés d'ouvrages aux titres évocateurs, nos communications avec les morts, comment on parle avec les morts, maisons et lieux hantés, des esprits modèles les nuages, etc. Parmi les photographies aussi, tout d'un coup, les photographies des disciples d'Auguste Comte, tout d'un coup, on voit justement des fantômes et des esprits, et notamment, et je finirai là-dessus, un très beau portrait spirit datant de 1941, une femme assise, les yeux fermés et les bras croisés, avec au-dessus d'elle, elle porte une robe et des sandales sur un fond noir, et au-dessus d'elle, un nuage gris et mousseux dans lequel on distingue des visages. Et en regardant cette image, la question n'est plus tant celle du truc technique ou de la superposition que permet la photographie, mais ce que Benjamin nommait justement l'aura, c'est-à-dire cette manière dont nous sommes tous habités par des morts, que la photographie les capte ou non. C'est un peu lié en fait à l'expo dont on parlait avant. Enfin, tout à fait. Tout ça est extrêmement cohérent. Je ne sais toujours pas pourquoi les fantômes ont un drap dessus. Mais bon, et pourquoi ils sont pas tout nus aussi. On n'a pas l'info. Bon, on va aller voir l'expo. Allez voir l'expo. Phantographie, images et traces de l'invisible, c'est à la maison Auguste Comte à Paris et c'est jusqu'au 18 décembre prochain. France Culture, la grande table critique. Lucille Como. Dernier objet au programme de cette grande table critique, écrire, c'est dessiner. Une exposition au centre Pompidou-Metz sur une idée d'Ethel Adnan. Le commissariat est signé Jean-Marie Gallet. Ethel Adnan est une artiste née au Liban en 1925, décédée il y a quelques jours, le 14 novembre dernier à Paris. Poétesse, écrivaine et artiste, multilingue, puisque ballottée entre les langues et les cultures, elle a vécu dans son enfance au Liban avec un père syrien et une mère grecque, en Californie puis en France. On la connaît surtout pour ses textes, ses poèmes et ses essais, et depuis le tournant des années 2010, on l'avait découverte plasticienne, exposant dans les grands musées, une œuvre mêlée de mots et de figures dessinées et peintes. Le catalogue de l'exposition ouvre avec une œuvre de 1989, au milieu d'une feuille, une plante dans un pot dessinée à l'encre noire et autour, saturant tout l'espace, une phrase répétée « Writing is drawing, drawing is writing ». Écrire c'est dessiner, dessiner c'est écrire. On l'écoute, Ethel Adnan, elle était au micro de Laura Adler sur France Inter, c'était en mars 2019. C'est une espèce de repos profond, la peinture, par rapport à l'écriture. C'est vraiment émotionnellement un autre monde. C'est la même personne, donc c'est la même sensibilité, et on retrouve la sensibilité de Michaud dans ses dessins. Il y a la même angoisse, le même monde. Mais le fait de dessiner est vraiment très
contraire. Dessiner, c'est un peu comme un sport. Le corps participe plus. Écrire est très tendu, c'est insupportable. D'ailleurs, tous les écrivains qui vont chez les kinésis, ils ont des crampes. C'est un métier physiquement très dur. C'est la même personne, mais ce n'est pas le même aspect de la personne. L'exposition met en rapport des manuscrits anciens et l'œuvre d'artistes contemporains. Exemple, un recueil de textes ottomans du XVIIe siècle et un dessin de Louise Bourgeois représentant en rouge et bleu délavé Napoléon en Égypte. Alors, est-ce que cette mise en regard est fructueuse, Corinne Rondeau ? J'ai pas vu l'expo, j'ai du mal à me figurer à quoi ça peut bien ressembler. Eh bien, écoutez, d'abord, c'est une idée donc d'Etel Adnan. Ouais, et le début de l'exposition, ça commence avec les œuvres d'Etel Adnan, avec ce qui a été son support favori, les Leporello, ces livres qui s'ouvrent, et c'est une grande feuille en fait. Pliée en accordéon. Pliée en accordéon. Et c'est une manière de commencer à voir l'exposition aussi. Parce qu'indépendamment de ce qu'on peut y voir, on va en parler, c'est une architecture. Et souvent d'ailleurs, c'est posé pas à plat, c'est aussi à poser un accordéon. Et quand elle était enfant, elle voulait être architecte. Et on voit que ce livre, ce dispositif de livre, a quelque chose à la fois d'ambigu, puisqu'il est minimal quand vous le pliez, il est monumental quand vous l'ouvrez. Donc il y a une expansion déjà qui est proposée dans l'exposition, mais aussi Leporello a une particularité, c'est que vous pouvez faire jouer la page 1 avec la page 7. C'est-à-dire que l'idée du saut, l'idée de pouvoir créer des combinaisons ou des redistributions, est véritablement incluse dans ce support principal qu'elle a eu, même si il y a une grande exposition au Guggenheim, splendide à New York en ce moment, avec que de la peinture, principalement de la peinture, qui est somptueuse. Là, on a vraiment écrire, c'est dessiner. Et donc, je trouve que cette exposition est réussie à de nombreuses... au cours de la circulation, puisqu'une fois que vous êtes passé par Adnan, vous avez d'autres artistes qui vont égrener effectivement leur écriture, leur dessin et leur écriture. Alishinsky, il va dessiner sur de l'écriture, mais vous avez aussi des manuscrits, des lettres. Elle voulait absolument des lettres de Van Gogh, de Rimbaud. Vous avez le manuscrit avant le coma de Guyotat. Donc, vous avez de l'écriture, vous avez des cabinets d'écriture, vous avez les écritures complètement défaites de Roland Barthes, que je trouve la salle un peu snob, mais il était lui-même snob pour trouver l'essence de l'écriture sans faire du sens. Bon, ok. Et je trouve que finalement, il y a des manières de venir faire comme la page 1 et la page 7, et ça marche du feu de Dieu, je dirais, parce que par exemple, entre une artiste qui s'appelle Irma Blanc. Voilà. Et Blanc et Perrette Bloch. Vous avez chez Irma Blanc, vous avez une main qui fait comme un rouleau. Elle fait des lignes verticales sur des lignes horizontales. Ça fait des petits bandeaux, si vous voulez, d'écriture comme des petits rouleaux. Et c'est donc une écriture qui est une suite ininterrompue de petits signes. Vous ne pouvez pas lire ce qu'il y a écrit. Mais plus loin, vous allez avoir Perrette Bloch, qui, elle, fait comme des signes de ponctuation. C'est-à-dire, c'est une main en suspension. Et là, d'un coup, vous avez de l'interruption. Et donc, le rythme et le silence se jouent de la même manière que quand vous avez un Leporello de Adnan, où effectivement, il y a peinture et écriture avec des motifs répétitifs aussi. Et ces motifs répétitifs sont complètement dans un rapport d'ambiguïté aussi, parce qu'en fait, entre le geste et le mot ou le signe, il n'y a pas de rapport, mais en fait, si vous les dissociez, ça ne marche plus. Donc cette ambiguïté, elle est constitutive de ce moment où elle arrive à faire se converger à la fois l'écriture et le dessin. Et je trouve que l'exposition, elle a une très très grande cohérence de ce point de vue-là. Si on arrive... Ah, mais Sally n'est pas d'accord, et ça, c'est très bien. Elle a une cohérence, même s'il y a des pièces que j'aime pas du tout. Hein. Alors, Sally. Alors, c'est une exposition qui est
très intéressantes et dont la plus grande qualité, il faut quand même rappeler, effectivement, c'est d'après une idée d'Etel Adnan, et c'est absolument pas anodin. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait cette envie de montrer des manuscrits dans des musées comme si c'était des œuvres. Cette idée-là, le commissaire et la directrice du Centre Pompidou-Metz s'en sont servis, en fait, pour organiser cette exposition. Donc, effectivement, on ouvre sur les œuvres d'Etel Adnan, et puis s'y ajoutent des œuvres très anciennes, hein, puisqu'il y a des manuscrits du 7e siècle ou du 8e siècle. Des choses absolument splendides, une tablette sumérienne avec un essai littéraire sur l'éducation des scribes qui est absolument merveilleuse, un journal dessiné par un soldat allemand en 1787 qui revenait de la guerre d'indépendance aux États-Unis, effectivement des manuscrits, des dessins spirites de Victor Hugo, un dessin de Marguerite Yourcenar, enfin... Il y a des choses splendides. Donc, il y a cette idée-là, c'est-à-dire comment organiser une exposition sur cette rencontre et ce lien essentiel entre le geste d'écrire et le geste de dessiner que porte Etel Adnan dans tout son travail, aussi bien poétique que effectivement plastique, et qui croise les préoccupations historiques, en fait, hein, d'un certain nombre d'artistes. Donc là, c'est très intéressant. Et la qualité première de cette exposition, c'est de montrer à quel point, à l'image du titre de l'exposition d'ailleurs, qui est un emprunt à la poète et artiste, c'est la simplicité, la précision d'une pensée qui peuvent produire les œuvres les plus intéressantes. Et on revient à quelque chose qui est un geste enfantin, elle le dit en fait, hein, quand on écrit, finalement, on dessine, et quand on dessine, on écrit. Donc elle revient à cette question de l'enfance. Cependant, je trouve que parfois, les œuvres qui sont proposées en fait pour accompagner toute cette pensée-là, elles sont choisies de manière arbitraire. C'est le jeu de l'exposition, mais que les fils tirés sont un petit peu parfois exagérés. Notamment, on trouve une œuvre de Nancy Spero, qui est évidemment très, très belle et très intéressante, sauf que le lien en fait avec l'œuvre est plutôt sur un motif, c'est-à-dire par exemple la présence des hiéroglyphes égyptiens qui sont aussi présents sous la forme d'un papyrus. Idem pour d'autres œuvres qui sont notamment la salle Louise Bourgeois. Les dessins sont magnifiques, les dessins de Louise Bourgeois, mais à aucun moment en fait dans l'œuvre de Louise Bourgeois cette question du rapport entre écrire et dessiner se pose. L'écriture apparaît plutôt comme dans un geste d'illustration ou d'explication de l'œuvre. Donc là, je trouve que autant il y a des œuvres très belle, vraiment, j'ai pris un immense plaisir à regarder ces œuvres, mais je trouve parfois que le jeu, en fait, l'arbitraire du choix ou l'éclatement et la constellation qui est fabriquée est parfois un petit peu tiré par les cheveux. Voilà. Est-ce que c'est pas justement l'arbitraire, c'est pas la contrepartie de la simplicité du principe, c'est-à-dire que le principe est tellement simple que dans le fond, on peut l'appliquer un peu partout, donc on a une masse possible d'informations. On ne peut pas l'appliquer un peu partout. Corinne Rondeau. Oui, mais Louise Bourgeois, c'est vrai que les dessins sont merveilleux, mais je pense qu'en fait, ils l'ont mis parce que Etel Adnan parle de la poésie, et il y a des usages de la métaphore de la poésie comme des petits orages ou des séries d'éclairs. En fait, c'est l'idée de la fulgurance. Et elle parle de la poésie comme une fulgurance à saisir sur le papier comme des oiseaux attrapent les courants d'air. Et Louise Bourgeois, il y a une phrase dans le catalogue, hein, le dessin est indispensable parce que toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Donc je pense que c'est cette idée de la poésie. Il y a effectivement des grandes tensions qui sont opérées par ces choix. C'est vrai que c'est les derniers dessins de Louise Bourgeois, donc on se les regarde et je veux dire, c'est d'une drôlerie, c'est d'une impertinence, et c'est aussi, il y a aussi le trait un peu infantile qui rejoint d'une main un peu tremblante d'une vieille dame. Donc, je trouve que, bien sûr que moi, quand il y a du street art à la fin, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Je trouve que ça peut plaire apparemment, elle était contente d'y voir ça, elle le connaissait pas. Bon, moi, ça m'agace, si vous voulez, parce que... Qui était contente, Etel Adnan, vous voulez dire? Oui, parce qu'il y a des artistes qu'elle ne connaissait pas, qui lui ont été proposés, qu'elle a vus, elle était contente, ou elle ne disait rien. Donc voilà, c'est aussi rendre compte d'une idée et qui est laissée à des commissaires. Sally Bonne. Bon, je ne sais pas. Ouais. Oui.
Non, mais il fallait bien que... Non, il faut dire que cette question du choix des œuvres, elle a été faite en concertation avec El Adnan. C'est-à-dire qu'on lui a proposé des œuvres. Parfois, elle ne connaissait pas du tout. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant sur certaines œuvres dont on aurait pu supposer en fait au moins un rapport et une connaissance. Alors, les liens tissés, moi j'ai trouvé étonnant parce que dans le catalogue, il y a cette phrase qui est d'ailleurs mise en exergue d'Etel Adnan, qui est empruntée à un de ses poèmes, qui dit « Il y a toujours dans l'espace un fil conducteur pour une position intenable ». Je me dis, tiens, c'est drôle de mettre cette phrase-là parce qu'en fait, elle dit ce qu'est l'exposition. C'est-à-dire qu'il cherche à trouver un fil conducteur qui est, évidemment, ces relations entre l'écriture et le dessin, mais qui est parfois difficilement tenable. Notamment, tout d'un coup, une œuvre de James Lee Byers dont on ne sait pas pourquoi elle est là, sinon parce qu'elle vient raconter quelque chose autour de la question de la correspondance qui est très importante chez Etel Adnan. Et au début, on voit d'ailleurs dans les Leporello qu'elle fait des Leporello pour les donner à ses amis. Et ce geste-là de don qu'on retrouve dans les lettres de Van Gogh, dans les manuscrits de Rilke qui sont présents. Cette question du don, de l'échange, de la question de la correspondance dans tous les sens du terme, en fait. Voilà, elle apparaît ici, mais ça aurait pu être n'importe quelle œuvre où la question de la correspondance est apportée. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas très bien pourquoi c'est là. Un dernier mot, Corinne. Oui, mais en même temps, vous avez beaucoup aimé, je crois, ce soldat allemand, justement, et c'est la question du voyage. Vous voyez, il y a des moments où, quand on est face à des œuvres, bon, elle veut. Non. Vraiment micro-mot. Non, je voulais juste signaler qu'il y a une très belle œuvre d'Annie Cohen qui sont des rouleaux d'écriture et qui sont absolument magnifiques. Bon, allez voir. Rien que pour Etel Adnan, il faut y aller. Bon, alors, écrire, c'est dessiner. L'exposition, c'est au Centre Pompidou-Metz. C'est jusqu'au 21 février prochain, vous avez le temps. C'est aussi un catalogue édité par le même Centre Pompidou. La Grande Table Critique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup Salibone, merci Corinne Rondeau à la préparation de l'émission. Il y a Aïssatou Ndoye et Boris Pinault à la réalisation, Perret Legras à la technique. Aujourd'hui, c'était Dimitri Paz et Ludovic Auger à la vidéo. Vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture et vous pouvez également vous abonner au podcast de La Grande Table Critique sur l'application Radio France.